Eh bien, bonjour à tous. Merci de suivre ce premier webinaire organisé par le Cercle Cardio IA, en partenariat avec la Société française, de la Société française de cardiologie en partenariat avec Cardio Online sur le sujet de l'IA conversationnelle, hein. Donc, on va voir un petit peu les bons et les mauvais usages de ces outils de chatbot, hein, ou de chat comme ChatGPT, Mistral et autres. Et donc, je suis Jérémy Barraud donc, de l'hôpital d'Aix-en-Provence et j'ai le plaisir de co-animer cette session avec Emeric Menet de Lille. Bonsoir Emeric. Bonsoir Jérémy, Emeric, bonsoir à tous. on va rentrer directement dans le sujet. Donc, euh, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on pourrait déjà définir le terme rapidement pour ceux qui sont pas habitués à ce terme? Alors oui, bien sûr, on peut revenir là-dessus. Je pense que ça fait toujours du bien de prendre un peu de recul. L'intelligence artificielle, c'est très large. En réalité, on galvaude un peu ce terme. L'intelligence artificielle, c'est une machine qui simule l'intelligence humaine. Et donc, quelque part, un thermostat qui va juste arrêter de chauffer si jamais il fait trop chaud et l'inverse, eh ben, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Et nous, souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, en réalité, on parle plutôt de machine learning, c'est-à-dire la machine qui est elle-même capable d'apprendre par l'exemple. On lui donne un exemple et elle apprend toute seule. Et souvent, on utilise le mot deep learning, qui est une sous-partie du machine learning et qui simule le fonctionnement des neurones. Alors, si on va un tout petit peu plus dans le détail, vous allez voir qu'aujourd'hui, on va parler des LLM, la petite partie qui est entourée en rouge ici. Et donc, vous avez l'intelligence artificielle tout autour, le machine learning dedans. Après, il y a les réseaux de neurones et le deep learning qui fait partie des réseaux de neurones. Et la generative AI, qui est l'intelligence artificielle générative, dont font partie les LLM, dont fait partie le GPT, ChatGPT. Donc, vous voyez que c'est une petite partie du deep learning. Donc, c'est fait avec des réseaux de neurones. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, une IA, ça fonctionne toujours d'un côté avec des datas. Et après, on va utiliser une technique d'IA. On en utilise déjà beaucoup pour les statistiques et elle peut être soit supervisée, soit non supervisée. Supervisée, ça veut dire, donc comme l'analyse en régression, ce qu'on fait beaucoup dans les papiers ou les réseaux de neurones, ça veut dire, je dis euh, à l'intelligence artificielle, je lui donne une image, je lui dis cette image est un chat, et je lui donne une autre image, je lui dis cette image est un chien. Et donc c'est supervisé parce que c'est l'humain qui apprend à la machine. C'est pareil pour le CG qu'on a ici avec ceci est un flotteur, puis on lui montre plein d'images de flotteurs et grâce à ça, il va réussir à les reconnaître. L'apprentissage non supervisé, c'est une analyse où l'IA va prendre l'ensemble des datas qu'on lui donne et va essayer de trouver des liens entre les datas sans que l'humain n'intervienne. Et ça permet des fois de trouver des nouveaux groupes de patients. Par exemple, dans l'insuffisance cardiaque, on va lui donner tous les insuffisants cardiaques et puis lui, nous, on aura fait une classification humaine et lui, il va trouver une autre classification parce qu'il va trouver des liens spontanément entre les gens. Alors, il y a pas mal d'applications, mais je ne vais pas aller trop là-dessus. Je vais passer directement à comment fonctionne un réseau de neurones. C'est assez simple. Ça fonctionne comme un neurone biologique, c'est-à-dire dans un neurone biologique, vous avez une afférence d'autres neurones, un axone, et le neurone va répondre en 0 ou en 1, modulé par le neurone. Pour le neurone artificiel, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre d'entrées X euh, sur le neurone, et puis on va avoir une seule sortie Y qui va être soit un 0, soit un 1. Et on a des petits paramètres quand même qui sont les P1, P2, P3 ici, qui vont s'adapter. Ça s'appelle les boutons de réglage du réseau de neurones. Et en fait, ça va mettre 0,1x1 plus 0,3x2 plus 0,3x3. Si jamais c'est supérieur à S, et ben ça va nous répondre du 1 ou du 0. Et qu'est-ce que c'est que le réseau de neurones? Eh bien, c'est l'association, exactement comme dans le cerveau, de plusieurs neurones l'un à la suite de l'autre. Alors pourquoi au début on parlait de réseau de neurones et puis qu'après on a parlé de réseau de neurones profond? Ben, c'est parce que dans les années 90, on n'avait pas assez de puissance de calcul et du coup on était obligé de donner un certain nombre de caractéristiques au réseau de neurones pour qu'il puisse répondre. Et donc par exemple sur une voiture, on lui disait quelle est la taille du pare-brise, y a-t-il 4 roues ou 6 roues? Donc c'était un certain nombre de caractéristiques et une fois qu'on donnait ces caractéristiques au réseau de neurones, il était capable de nous répondre si c'était une voiture, un bus ou bien une mobilette. Et à partir de 2010, grâce au big data et à la capacité
de calcul qui a extrêmement augmenté, eh bien, les réseaux ont été capables d'apprendre par eux-mêmes et à ressortir les caractéristiques. Donc, on leur donnait juste une image. À la fin, on lui disait juste ceci est une voiture et pas un bus, et il arrivait à trouver par lui-même la réponse. Alors, il y a toujours plusieurs phases, hein, ça c'est extrêmement important dans l'apprentissage d'un réseau de neurones, c'est qu'on va donner une première phase d'apprentissage puis de validation. Donc vous allez avoir une grosse base, vous allez la segmenter, et vous allez d'abord lui faire apprendre, puis après vous allez avoir la deuxième segmentation qui va servir à valider, et après vous allez avoir une phase de prédiction qui est la phase de vraie vie, où vous allez vous montrer une photo sans jamais savoir ce que c'est, et on va voir ce que le réseau de neurones est capable de dire à partir d'une entrée X, il va prédire une partie Y. Ouais, ça, on le voit bien hein, quand on lit un article qui parle de machine learning. On n'a pas ce découpage, hein, une randomisation en deux groupes qui sont équivalents. En fait, on a vraiment ces trois groupes dataset, training set et testing set. Hein. C'est important d'avoir ces données en compte quand on lit des études de machine learning parce que les parties, hein, on ne donne pas à manger à la moitié du groupe le flotteur, à l'autre moitié non. On donne tout et on le sépare en ces trois groupes. Alors la question suivante, c'est comment fonctionne un LLM? En l'occurrence, GPT est un LLM, et Alors, GPT, ça veut dire... pardon, Émeric, peut-être on peut déjà définir LLM. Hein. Donc, LLM, c'est le large langage modèle. Hein, c'est bien ça, c'est les grands modèles de langage, hein, juste pour définir les acronymes. Ouais, très bien, merci. Et donc celui qu'on connaît le plus, c'était le premier à sortir cette technique, c'était GPT, et donc ça veut dire Generative Pre-trained Transformer, et ils utilisent un modèle de fondation qui n'est pas exactement les mêmes modèles que ceux qu'on utilise, c'est-à-dire que là, qu'on utilisait avant pour de la prédiction, c'est-à-dire on a une question et on aura une réponse. Si on faisait ça pour toutes les questions, ça demanderait un nombre infini de données, parce que comme le nombre de questions est infini, bah, il faudrait un nombre de réponses infini, donc ça marche finalement pas bien. Et alors là, c'est un truc qui est pas trop intuitif au début, mais ils ont utilisé le modèle de fondation qui permet d'abord d'entraîner un modèle sur une tâche générale, qui en l'occurrence va être de compléter ou de deviner le prochain mot du texte, quelque chose qui sera le plus plausible, et ensuite, on va rajouter à ça des tâches plus spécifiques qui vont permettre que la complétion se fasse dans le bon sens, qu'on appelle le pré-prompt, le fine-tuning et l'apprentissage par renforcement. Je vais vous expliquer un peu chacun de ceux-là. Alors, prédire le prochain mot, c'est assez simple. Donc, ça veut dire l'humain n'a rien à faire parce qu'en fait, on va prendre plein de textes et l'entrée X, c'est la souris est mangée par le. Et la sortie Y, eh bien, dans la plupart des textes, il va avoir marqué chat. Et du coup, le modèle va apprendre qu'il va falloir répondre chat. Et ce que vous voyez à côté, c'est que, il y a des probabilités. Ça pourrait tout à fait aussi être mangé par le chien. Mais lui, il va voir que la meilleure probabilité, c'est le chat. Et donc, il va vous répondre chat. Si je vous montre ici, alors ça c'est pour voir un petit peu les limites. Si je vous montre Christophe Colomb a découvert l'Amérique en, et on lui demande de prédire, eh bien il va prédire à 95% que c'est 1492. Alors vous voyez ici qu'il prédit 14. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des tokens et c'est pas des mots, c'est-à-dire que parfois il découpe les bouts de mots pour réussir à répondre de manière plus précise. Et donc là, il prédit que c'est 14 en premier à 95%, ce qui est logique. Par contre, et là ce que vous voyez, c'est que je vais lui dire David Louapre qui est un YouTuber qui m'a aidé à construire ce topo, eh bien, il dit a découvert l'Amérique, eh ben, vous voyez que là, le modèle va lui dire quelque chose qui est le plus plausible. Il va pas dire quelque chose qui est vrai, il va dire quelque chose qui lui paraît le plus plausible pour compléter. Et comme la personne qui a découvert l'Amérique, eh bien, c'est Christophe Colomb, c'était en 1492, bah, même si on lui dit David Louapre a découvert l'Amérique, il va répondre aussi 1492. Et là, vous voyez que par contre, la probabilité a quand même baissé, hein. Mais il va quand même répondre ça. Alors, C'est quelque chose de fondamental à comprendre. Hein. C'est-à-dire que vraiment la réponse, c'est une prédiction, c'est une probabilité, mais c'est pas la vérité, quoi. En tout cas, pas forcément. C'est ça que je retiens. ouais, c'est vraiment le concept que ce n'est pas la vérité est fondamental. Et là, alors vous allez avoir dans le James Bond movie, le film de James Bond, et là on invente un nom, on lui demande quel est l'acteur de James Bond. Et donc lui, il va retrouver tous les acteurs de James Bond et il va donner en premier Daniel Craig et il va répondre ça. Et par contre, si on lui dit le même movie qui n'existe pas, mais on lui dit que c'est un vieux film, et bien là, les probabilités vont changer et il va vous mettre cette connerie en premier parce que comme il y a vieux avant, eh bien, il va réussir à définir que probablement, comme c'est un vieil acteur, eh bien, il va vous donner Sean Connery. Alors que le film n'existe pas. Euh, alors, il y a un point important, c'est qu'il est capable de définir un mot
sur un certain nombre de mots avant. Et dans les dernières versions, eh bien, c'est capable de prendre les 25 000 mots précédant le mot qu'il doit deviner pour deviner. C'est ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. Et c'est ce qui lui permet aussi de suivre une conversation complète. Alors, la deuxième partie, si cette partie est claire, c'est-à-dire que ce n'est pas la vérité, mais quelque chose de probable, eh bien, on va faire un pré-prompt. C'est-à-dire qu'on va dire à l'IA et au modèle, on va lui donner des consignes qui sont potentiellement longues, hein. Alors là, ici, je vous ai mis une simple, hein. Ceci est une conversation entre un humain et un chatbot, très savant, qui est toujours gentil, utile, poli, bienveillant et aidant. Et ça va aider à trouver un mot qui va être utile, bien poli, bienveillant et aidant. Mais ce que vous voyez en dessous, c'est un modèle qui s'appelait Sydney, et où il y a un pré-prompt qui est en fait très long, hein. Alors, si vous demandez, et je pense que tu en avais déjà parlé, Jérémy, si vous demandez à une IA chinoise si Taïwan fait partie de la Chine, bah, dans le pré-prompt, très probablement, il a déjà répondu à la question en disant la question ne se pose même pas. Et donc, il va toujours vous répondre que bien sûr, Taïwan a toujours fait partie de la Chine. Si vous demandez à ChatGPT, bah, le pré-prompt, ça pas le même, et vous n'aurez pas forcément la même réponse. Voilà. Alors ça, c'est très utile, le pré-prompt, mais ça ne suffit pas. Il faut rajouter à ça du fine-tuning. Et là, on commence à faire rentrer l'humain dans la machine, c'est-à-dire que on rajoute des réponses humaines. C'est-à-dire qu'il y avait ce que le GPT aurait donné, et derrière le modèle de fondation du GPT, eh bien, on donne des réponses humaines et on lui apprend à répondre plus comme un humain l'aurait fait. Et c'est ce qui s'appelle le Instruct GPT, et c'est le modèle fine-tuné, vous allez souvent entendre fine-tuning. Et la dernière chose, et ça c'est ce que vous voyez de temps en temps quand vous demandez à ChatGPT de vous répondre, c'est qu'il y a un apprentissage avec un feedback humain. C'est-à-dire qu'il va à chaque fois demander à des humains, voilà, je te donne quatre réponses, j'ai pris une question, je te donne quatre réponses, quelle est celle que tu préfères? Et l'humain va répondre comme ça des centaines de fois, moi je préfère celle-ci, moi je préfère celle-ci, moi je préfère celle-ci. Et donc ça va renforcer le modèle pour donner une réponse auquel l'humain va s'attendre. Et c'est grâce à ça que vous avez quand même très souvent sur le GPT des réponses qui vous vont bien. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils nous utilisent, parce que souvent sur ChatGPT, si vous l'utilisez, vous voyez qu'ils nous proposent de réponses et ils vous disent quelle est la réponse que vous avez préférée. Voici pour l'explication de l'IA et des LLM. Et on va rentrer maintenant beaucoup plus dans le concret. Ça, c'était pour la base de comment ça marche, la base physiologique de l'IA. Et je laisse la parole à Jérémy pour nous parler peut-être un petit peu plus de bah, si vous avez une information à aller chercher sur Internet, sur LGBT, comment vous allez aller la chercher et qu'est-ce que vous allez en tirer. Ouais, très clair, merci Emric. Ben, moi, ce que je retiens là de ce qui a été dit, c'est que donc effectivement ces LLM donc, ils marchent comme des modèles prédictifs, hein. Ils sont là pour aller chercher de l'information, mais en fait pour prédire des mots, hein, et pas pour vous répondre. Donc, est-ce que c'est de l'intelligence ou pas? Je ne sais pas. Et, euh, et donc effectivement, ils sont entraînés avec des données, avec des millions de données, hein. Ça, c'est quelque chose d'important, des données pas forcément fiables, qui peuvent être effectivement manipulées, qui peuvent être... Mais, euh, mais par contre, effectivement, son but, c'est de donner une réponse la plus crédible possible. Mais crédible ne veut pas forcément dire réel. Donc effectivement, l'usage principal qu'on fait aujourd'hui en médecine, c'est vraiment la recherche d'informations, hein. On va aller lui demander on a une question en tête, on a une consultation, on a un questionnement quelconque, et on va l'utiliser. Donc j'ai chargé quelques cas d'usage. Là, je vais prendre la main sur le partage d'écran. Et donc voilà, j'ai pris un exemple bah, d'un patient qui je me suis posé la question hier. Donc sur la fibrose et vous savez, la présence de fibrose sur les CMH et le risque rythmique et donc l'indication de défibrillation. Est-ce que la fibrose est un critère d'implantation des défibrillateur? Est-ce que, enfin voilà, comment raisonner là-dessus? Donc quand on veut rechercher une information, la première chose qu'on fait, donc c'est ce que la première chose qu'on fait, enfin une des choses qu'on peut faire, ce qu'on faisait avant en tout cas, c'est d'aller sur Google. Alors, c'est d'aller sur les recommandations, évidemment, hein, mais les recommandations, il faut les connaître, il faut les avoir chargées, il faut savoir où les chercher, ça peut être long. Mais, euh, mais donc, on peut aller sur Google. Google peut vous donner des réponses fiables, mais il peut vous donner, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais des réponses qui peuvent être datées, des sources qui peuvent parfois être
pas forcément pertinentes. Et puis, ben, il faut aller chercher l'information, hein. Les moteurs de recherche, comme leur nom l'indique, sont des moteurs de recherche, mais il va falloir aller piocher à l'intérieur l'information. Et puis, ben, Google, c'est un moteur de recherche généraliste, c'est-à-dire que il va chercher dans les médias, dans les pages qui sont le mieux sourcées sur Google, mais pas forcément de l'information scientifique. Donc, on peut évidemment aller demander à PubMed, hein, qui est le moteur de recherche scientifique le plus utilisé. Il y en a d'autres. Alors là, j'ai fait caricaturalement, je lui ai posé la même question. Et évidemment, sur PubMed, cela ne fonctionne pas, hein. C'était pour illustrer par l'absurde ce qu'on peut faire. Puisque PubMed, vous le savez, donc déjà, il faut lui parler en anglais. Et puis, il faut utiliser ces fameux termes mesh, hein, ce langage donc par mots-clés, avec des booléens, avec voilà, des critères qui peuvent être compliqués à manipuler. Donc, c'est là que, effectivement, utiliser un grand modèle de langage peut nous aider. Mais on a déjà vu qu'il y avait des limites, on va en rediscuter. Donc, je vous ai chargé à l'avance deux exemples. Donc, le chat de Mistral, c'est le modèle français. Et puis ChatGPT, parce que c'était le plus connu et à ce jour, il semble le plus abouti. Donc, vous voyez, j'ai reposé la même question. La fibrose est un critère d'implantation des suratteintes pour un centimètre pour SMH. Et donc, bon, là, il va nous faire une réponse qu'on ne va pas détailler, mais qui est assez fade, hein, en fait. Alors, il nous met quelques critères, effectivement, mais la réponse n'est pas très détaillée. En revanche, vous voyez que si je lui demande quelle source as-tu utilisé pour me répondre, en fait, il dit je n'ai pas utilisé de source externe. J'ai utilisé l'information contenue dans ma base de connaissances qui a été mise à jour pour la dernière fois en novembre 2024 et qui manifestement sont peut-être pas très abouties. Donc en fait, il vous répond, hein, comme tu l'as bien décrit, sur sa base d'entraînement, sur toutes les données qu'on lui a incluses. Mais aujourd'hui, la plupart de ces fameux grands modèles de langage peuvent aller chercher sur Internet, faire un peu comme Google, aller piocher des informations sur Internet un peu en direct pour vous répondre. Et donc, si je lui dis oui, voilà, il n'y a pas besoin de faire du texte, hein, vous savez, la consommation énergétique de ces modèles. Donc, plus on met de mots et plus il va réfléchir, et donc plus il va consommer. Donc, oui, ça suffit. Et donc, quand je mets oui, vous voyez qu'il y a ce petit logo là, web, qui me précise qu'il est allé chercher la réponse sur Internet. Et donc, il me refait une réponse. Alors, bon, avec, vous voyez, des sources qui sont discutables. Cardio Online est une source excellente. Donc, bon. Mais vous voyez que ça reste très généraliste et ça ne répond pas vraiment à la question. Si je vais sur ChatGPT et que je lui pose la même question, vous voyez que là, on a quelque chose qui est déjà un peu plus abouti. Il va aller me chercher des recommandations actuelles, donc ESC 2024, ACC 2020. Il va me détailler les indications en prévention primaire. Il va me parler de la fibrose. Et donc, voilà, on a quelque chose de plus abouti. Si je mets maintenant un détail, vous voyez, chez un patient, voilà, 35 ans, qui a une obstruction, il va carrément en fait me calculer le HM risk score, vous voyez, en tout cas, il va me le détailler. Et il peut me faire carrément sur la fin, voilà, je lui donne tous les critères. Il me dit, voulez-vous que je calcule le risque avec les modèles ESC? Et effectivement, si je lui donne tous les critères, il me calcule le risque. Il me dit 2%, mais quand même, il y a cette fibrose étendue, donc c'est discutable. Et donc, donc il faut faire une RCP, hein, c'est ce qu'il dit, voilà, fortement recommandé, un défibrillateur peut être envisagé. Voulez-vous une synthèse des recommandations à transmettre en RCP? Oui. Et donc, vous voyez qu'il vous fait un petit rapport pour pour votre staff. Donc voilà, on a quelque chose qui est très intéressant. En revanche, euh, là, je n'ai aucune information sur la fiabilité des informations qui m'ont été données. C'est-à-dire ce calcul du score, je ne sais pas d'où il l'a sorti. Les informations qu'il m'a données, donc là, elles sont quand même bien sourcées. Mais en tout cas, on a vu qu'il peut y avoir des erreurs parce que sa méthode de raisonnement est simplement une statistique, hein, sur une probabilité que la réponse me convienne, mais pas que ce soit la réalité.
Donc, on a des outils qui sont un mélange des deux. Donc, là aussi, on ne va pas les détailler tous, mais vous avez par exemple Consensus, euh, qui, alors, donc, Consensus, en fait, ça va être un moteur de recherche, ça va être un PubMed avec de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous pouvez lui parler. Donc là, vous voyez, j'ai posé la même question qu'à PubMed et qu'aux autres pages sur Consensus. Il va me faire une réponse, d'accord? Et la question étant une question dont la réponse est oui ou non, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, eh bien, il va me faire un consensus maître, c'est-à-dire la réponse est oui à 44%, possible à 44% et non à 11%, en fonction en fait des études qu'il a utilisées pour répondre. C'est-à-dire que pour faire cette réponse, en fait, Consensus s'est servi d'un certain nombre d'études qu'il est allé chercher dans les bases de données qu'on connaît. Et donc, il me détaille en fait en dessous les études qu'il a utilisées pour faire la réponse. Il me précise est-ce que ce journal est un journal sérieux? Est-ce que cet article est souvent cité? Si je clique dans le détail, il va me détailler en fait l'article avec, vous voyez, la taille de la population, la durée d'observation, quel type d'études c'était, etc. Donc, pour des questions généralistes, consensus, ça peut être quelque chose de très intéressant qui va me permettre d'avoir une réponse fiable et qui va être vraiment sourcée sur des articles scientifiques. Voilà. Après, si on veut faire de la recherche, ouais. Est-ce que tu as l'impression, Jérémy, que les articles sont bien sélectionnés? Non, non, c'est pour ça que je disais, pour faire une recherche d'information, ça peut être intéressant. Pour faire de la recherche bibliographique, effectivement, alors là, j'ai une version en plus gratuite, hein, la version payante est un peu plus précise, mais effectivement, les articles ne sont pas forcément les plus pertinents. Par contre, les réponses sont souvent correctes. Mais effectivement, si vous voulez faire une vraie recherche bibliographique, que vous voulez rédiger un article, que vous voulez avoir un détail beaucoup plus approfondi, je vous recommande, et merci d'avoir fait la transition, Research Rabbit. Alors, il y en a là aussi plusieurs, hein, et je n'ai aucun conflit d'intérêt avec tous les outils qu'on va présenter, mais Research Rabbit, c'est celui qui me semble le plus abouti. Ça, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de faire de la recherche bibliographique en vue de rédaction d'un article où vous allez pouvoir, vous voyez, avoir cette espèce de nuage de points qui vous donne en fait à partir d'un article retrouver en fait tous les articles qui le citent, et donc pour essayer de ne pas rater justement l'article principal qui répond à votre question. Il y a des liens avec Zotero, il y a des liens, vous pouvez faire des bibliographies partagées pour avoir. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont beaucoup plus aboutis. Il y en a d'autres, hein, vous avez SciSpace, vous avez, j'ai plus les noms en tête, mais il y en a un certain nombre. Celui-là me convient très bien. Et effectivement, pour aller chercher vraiment des articles, il faudra plutôt aller là-dessus que sur Consensus, qui sera vraiment plutôt voilà, je l'ai présenté comme un Google mélangé à PubMed, c'est-à-dire qu'il va un peu vous simplifier. Et Il y sinon, en a, il y en a, il y en a pas mal, hein, des outils qui sortent comme ça. Et ce qui est important, c'est que pour l'instant, on n'a pas trop de. Ils vont chercher les articles en fonction d'un contexte textuel et pas du tout en fonction de mots-clés. Et il y a encore probablement pour eux du travail pour réussir à sélectionner bien les articles. Donc, il faut faire attention surtout aux articles sélectionnés parce qu'après, ils donnent un peu l'illusion d'être un expert parce que la manière dont ils rédigent, elle est souvent très belle. Et vous voyez que là, ils ont fait un gros travail sur la manière dont c'est présenté. Mais faites attention de ne pas louper des articles en utilisant que ce genre d'outils. Il y en a plusieurs, hein, c'est vraiment un gros marché. Donc là, ensuite, Consensus qui est le plus connu, mais il y a Site, Elicit, SciSpace. Il y en a vraiment beaucoup qui sont en train de se faire. et donc moi, ce que je peux vous proposer, justement pour garder nos outils habituels, faire notre recherche nous-mêmes sans se fier uniquement à l'IA, mais tout en utilisant ces outils, c'est de demander à Mistral ou à ChatGPT, vous voyez, je viens de noter ça, donne-moi les termes mesh pour faire une recherche PubMed sur cette question-là. Et là, alors, c'est du live. Vous voyez, effectivement, il a retenu que notre problématique, c'était celle-là, la fibrose et la cardiomyopathie hypertrophique. Il vous donne les termes mèches que
qui retrouve là-dedans, y compris, vous voyez, l'IRM, y compris le rehaussement tardif, alors qu'on lui en a pas du tout parlé dans le texte. Et puis, vous voyez, il vous fait l'exemple de requête avec ces fameux termes mèches, les booléens, etc., que vous avez juste à copier-coller, en fait, voilà, il vous met des petits filtres, parce que pour les études de moins de 5 ans, c'est quand même mieux, etc. Et donc, en fait, en cliquant là, c'est copié, je vais dans PubMed, je le colle, et en fait, là, ça me permet de faire une recherche. Alors, là, il n'y a que 7 résultats, donc c'est extrêmement sélectif, mais de me faire une étude, enfin, une recherche sur PubMed, parce que là, il y avait beaucoup de mots, c'est peut-être pour ça que c'est aussi sélectif, mais en tout cas, qui va me permettre d'avoir des réponses plus poussées que si j'étais parti un petit peu au hasard, en fait, sur PubMed, où on peut facilement passer beaucoup de temps sans avoir la réponse. Voilà, donc un peu des moyens d'utiliser l'IA pour rechercher l'information. Euh, je, Et si jamais, Jérémy, si par exemple j'ai des articles qui m'intéressent et que je veux discuter avec eux et que je veux aller trouver l'information, parce que quand même les recommandations sont quand même souvent longues et parfois on a envie de chercher de l'information dedans et c'est pas facile. Est-ce que tu as un outil à nous proposer pour ça? Bien sûr, mais je vais en parler. Si tu veux bien, je voulais juste bien qu'on fasse un résumé sur les limites, justement pour te parler de cet outil-là. Parce que donc, on en a parlé déjà. Donc, on a vu, il y a cette possibilité d'erreur, ce qu'on appelle en, en langage d'IA des hallucinations, hein, sur les modèles de langage. Donc, c'est le fait qu'effectivement, il invente complètement des réponses. Il y a des exemples absolument effrayants. Bah, tu en as donné, hein, sur le, le Christophe Colomb, etc. Il y a effectivement l'influence de, la base d'apprentissage. Et donc, effectivement, si tu demandes à un modèle chinois si Taïwan est indépendante, ben, on lui a appris que qu'il n'y avait pas de question d'indépendance de Taïwan, que ça appartenait à la Chine. Donc, il vous répond qu'il y a une, une, il n'y a pas de question d'indépendance de la Chine et de Taïwan qui est parfaitement inclus dedans. Et donc, effectivement, il y a plein de limites. Il y a une limite aussi qui est celle de la protection des données, hein, qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que si on, là, vous voyez, j'ai mis des données médicales dans ChatGPT, dans Mistral. Tout ça, ça part dans des serveurs aux États-Unis qui ne sont absolument pas agréés hébergeurs de données de santé, qui sont rattachés à mon compte. Et donc, si je mets le nom du patient ou si je mets un rapport, par exemple, d'IRM, donc avec les données du patient, mais je vais parfaitement casser le secret médical. Et ça, c'est absolument fondamental de ne pas le faire. Donc, on espère que dans un avenir très proche, on aura des outils qui seront validés, labellisés pour le, les données de santé. Et l'usage le plus sécurisé serait d'avoir en fait des IA qui fonctionnent en local, c'est-à-dire sur un ordinateur dans votre hôpital, dans votre cabinet, ou sur votre ordinateur personnel, mais il faudra attendre encore quelques années pour qu'il soit accessible économiquement et puis techniquement. Mais en tout cas, l'avenir, ce sera effectivement de tourner plutôt en local pour avoir justement cassé cette limite du secret. On l'a vu, les LLM, ils ont une confiance absolue. Ils vont jamais vous dire je sais pas trop, il faudrait discuter. Donc des fois, ça peut être piégeur. Et puis il y a effectivement les sources qui sont pas toujours présentes, on l'a dit. Les réponses, elles sont pas réplicables. Hein, si vous changez une lettre, eh bien vous pouvez avoir une réponse qui sera différente. Donc donc finalement. Pour la recherche, voilà, on l'a vu, ça peut être discutable. Alors, pour aller creuser dans l'information, une fois qu'on a effectivement des sources fiables, vous avez Notebook, qui est cet outil donc, qui est fait par Google. Notebook, c'est un espèce de dossier intelligent, hein,
Alors, vous voyez, ça, c'est mon notebook, mais donc, que j'ai divisé, on va dire, plutôt selon les usages que selon les thèmes. Mais ce notebook, il est partagé avec les internes du service pour qu'ils puissent poser des questions s'ils savent pas s'il faut garder cette syncope ou pas, est-ce qu'il faut faire une choro ou prendre ce patient aux soins intensifs. Euh, et puis, j'ai des usages, par exemple, pour les consultations, je ne sais pas vous les voilà ici. S'il faut faire un bilan avant de faire cette prothèse de hanche chez ce patient diabétique, etc., etc. Et puis, j'en ai d'autres, voilà, selon les utilisations. Et donc, voilà, pardon, quand on rentre dans le détail, vous voyez, j'ai reposé ici la question euh, donc dans celui de surassurance cardiaque, mais peu importe. Donc, en fait, Notebook, comment ça fonctionne? Vous créez donc ces fameux notebooks où vous allez euh, inclure en fait des fichiers qui sont des sources que vous estimez comme fiables. Donc ça ne tient qu'à vous. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et en tout cas, c'est vous qui le nourrissez. Donc là, j'ai mis, vous voyez, par exemple, des recommandations de l'ESC, de l'AHA, de l'ASE, des articles intéressants, des choses comme ça. Et puis, donc, on va lui proposer la question. Et cette fois, en fait, Notebook ne va plus se baser sur son entraînement qui a été fait par des sombres nébuleuses il y a 20 ans, où on ne sait pas d'où vient la réponse. Et, et puis surtout, le mode de fonctionnement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce n'est pas du fine-tuning comme tu nous en parlais, c'est-à-dire où on l'entraîne à faire des tâches spécifiques, mais c'est du RAG, peu importe le terme, mais c'est-à-dire qu'en fait, les réponses qu'il va vous donner sont verrouillées sur les informations qu'on a incluses. Et donc là, la réponse qu'il va me donner ici, il ne va pas la chercher ailleurs, il ne va pas aller la chercher sur le web, il ne va pas aller la chercher dans les informations qu'on lui a données par le passé, il va aller la piocher dans les documents que je lui ai donnés. Alors, je peux d'ailleurs désélectionner des documents et mettre uniquement ceux qui m'intéressent. Et donc, vous voyez que là, il me fait une réponse. Alors, bon, la réponse est plus ou moins bonne, hein, on pourra la détailler. Mais surtout, vous voyez qu'elle est absolument sourcée. Et quand je clique sur ces petites chiffres, en fait, il me dit de quelle source il l'a récupéré et à quel endroit de la source il est allé chercher cette réponse. Donc ça, c'est quelque chose, bon, ça rame un peu, excusez-moi, mais ça, c'est quelque chose qui est absolument hyper important dans notre domaine où on ne veut pas laisser une place au hasard. Donc, vous voyez ici, il me dit que donc, cette information-là, je ne sais plus lequel chiffre j'ai cliqué, C'est le 14, ouais. le 14, merci. Voilà, donc chez les jeunes, bon, ok. Donc, il a cherché cette information-là dans les recommandations des cardiomyopathies de 2023 de la Société européenne. Et que vous voyez, c'est à ce paragraphe-là où effectivement, voilà, c'est 65% des patients, mais que des fois, c'est pas inclus. Donc, chaque information qu'il vous donne, il la détaille. Et puis, donc, j'ai refait, vous voyez, le test en mettant un peu plus de détails. Et effectivement, il me refait une réponse parfaite. Par contre, si je lui demande euh, quelle est la taille de la tour Eiffel, par exemple, moi, je ne sais pas. Donc, c'est une question à laquelle absolument tous les LLM savent répondre, hein. C'est, à mon avis, pas une question très compliquée. Ben là, il va aller chercher dans les documents en fait la taille de la tour Eiffel. Et il dit, vous voyez, d'après les sources qui m'ont été fournies, il n'y a aucune information concernant la taille de la tour Eiffel. Et il me dit que les documents portent sur des directives médicales, des cardiomyopathies, des insuffisances cardiaques, etc. Donc ça, Ça, c'est vraiment très rassurant d'avoir un outil qui est comme ça et qui permet d'avoir une réponse négative certaine et on sait qu'on travaille dans un environnement clos dont on a entièrement confiance. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un outil comme ça au quotidien. oui. Tu l'utilises beaucoup, toi, Jérémy? Oui. Moi, Notebook, je l'ai sur mon bureau en permanence. Chacun voilà, peut faire son notebook. On peut mettre jusqu'à 50 documents par notebook de façon gratuite, hein. C'est Google. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font des données qu'on met dedans, mais en tout cas, c'est Google qui le fait. Et donc, vous mettez 50 documents et ensuite, effectivement, vous allez piocher les informations. Et ça, c'est un, C'est un vrai plus pour le quotidien, ça, parce que c'est c'est une un,
un gain de temps. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher, voilà, je discutais avec François Diévar qui me disait, oui, mais je sais que à la page 24 de syndrome coronarien chronique, il y a la réponse de l'épreuve d'effort, etc. Donc, si on les connaît par cœur, ça marche. Mais sinon, effectivement, on peut facilement perdre du temps. Et il y a même d'autres choses dans notre book qui sont plus anecdotiques, mais qui peuvent parfois bien aider. Il s'est fait connaître principalement pour son podcast. Hein. Si vous avez un document, vous voyez, bah, par exemple, le dernier rapport de la CNAM sur bon, enfin, l'état de l'assurance maladie qui fait 200 pages, que vous n'avez pas envie de lire, eh bien, vous pouvez en fait demander à Notebook de vous en faire un podcast et on va dire, 5 à 15 minutes selon la taille du fichier, il va vous créer un podcast avec deux personnes qui se parlent. Franchement, c'est assez bluffant et qui se répondent. Alors oui, aujourd'hui, on parle de ce fameux rapport. Ouh là là, oui, c'était impressionnant. Euh, et vous pouvez l'arrêter au milieu en posant des questions. Mais bon, surtout, vous pouvez l'écouter dans la voiture. Et, Donc, Jérémy, est-ce qu'on est des vrais humains ou est-ce qu'on est de l'IA et on est construit en vidéo automatique? euh, non, non, ce webinaire est fait sans intelligence artificielle. Et ensuite, effectivement, en bas, je ne sais pas si vous voyez, vous avez en fait d'autres usages possibles. Alors, bien sûr, on peut lui demander, comme aux autres LLM, de générer des PowerPoint, de générer des QCM, des choses comme ça. Mais en fait, il peut automatiquement vous faire, vous voyez, des questions fréquentes, faire un document de synthèse, faire une timeline. Alors, dans certains cas, ça peut être utile. Il va vous résumer tous les dates clés en fait de ce document et puis vous faire des guides d'études pour réviser si vous passez des examens. Je vous montre un exemple. Voilà, il va vous générer des quiz, des questions en réponse courte. Qu'est-ce qu'il vous fait? Donc avec les réponses évidemment. Il va vous faire des questions d'essai. Bon, alors pour, pour une étude scientifique, c'est peut-être moins intéressant de comparer et contraster les défis d'assurance cardiaque mais en tout cas, voilà, ça peut être, voilà, il y a des petits usages qui peuvent être sympathiques. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, les questions fréquentes. Voilà, donc Notebook, moi vraiment, je le recommande chaudement. C'est complètement gratuit, c'est très simple d'utilisation, c'est parfaitement modulable, c'est partageable. Vous pouvez partager Notebook avec d'autres gens, avec les internes, avec enfin, les collègues du centre, etc. Il faut juste un compte Google. Et puis surtout, bah, c'est fiable. Voilà. Ça, je pense que c'est important. Euh, Emric, est-ce que tu connais des usages qui existent déjà pour la vie de tous les jours Il y avait les assistants de consultation qui sont quand même. Est-ce que c'est utile? Est-ce que nous, à l'hôpital, ils aimeraient bien les installer? On a du mal à savoir si c'est un gain de temps ou bien si c'est superflu. donc type Nabla, Praxis Santé, c'est ça, Dax Copilot, ce genre de choses? Ouais, ouais, ouais. Nabla, je crois que c'est celui-là qui va l'installer. Oui. Et ouais, je Alors, sais pas si dans la vie de tous les jours tu les utilises. Alors moi, je les ai testés. J'ai fait un forum il y a quelques jours avec le CH d'Arles qui l'a mis en application, en particulier en psychiatrie, mais enfin, ils l'ont étendu à tous les services depuis quelques mois. Le gros intérêt de ces outils-là, à mon sens, mais ça c'est très personnel et subjectif, c'est vraiment la relation en fait médecin-malade en consultation. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus à taper. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des outils des assistants de consultation. Vous allumez le micro au début de la consultation, il va vous écouter et effectivement, à la fin, il va vous générer un compte-rendu structuré, reformulé avec le modèle que vous pouvez prédéfinir à l'avance hein, de votre choix. Vous pouvez choisir est-ce que c'est une lettre d'adressage, une lettre à un confrère, etc. Il peut vous générer des ordonnances, etc.
À mon sens, le point le plus important, c'est bah, qu'en fait, on arrête de taper à l'ordinateur et de regarder notre écran et de plus regarder le patient. Simplement, on l'écoute, on ne tape plus rien. Et donc, je pense que pour les patients, et voilà, et le retour de Arles, effectivement, mais c'était un service de psychiatrie, donc effectivement, la relation avec les patients est d'autant plus importante, les consultations sont beaucoup plus longues, et donc là ça a vraiment du sens. Par contre, en termes de gain de temps, et en fait, il va quand même falloir à la fin relire ce qu'il a écrit, parce qu'il peut toujours y avoir des petites erreurs, parce qu'il y a on peut reformuler. Pour une consultation courte, standardisée, par rapport à une dictée vocale intelligente, hein, comme Dragon par exemple, je pense que le gain de temps sera pas très important. Et Euh, y a-t-il des hallucinations aussi comme on peut avoir dans les autres Bien LLM? sûr, hein. Alors, ils y travaillent très fort hein, pour les limiter, mais il peut toujours y en avoir. Donc, la relecture, elle est indispensable dans tous les cas. Et donc, effectivement, voilà, à mon sens, le gain de temps, il est pas énorme. Et puis, moi, bon, là aussi, c'est très personnel, mais quand je lis un compte-rendu d'un confrère, je sais qui c'est, alors que là, ça fait quelque chose qui est un peu plus standardisé, un peu plus fade, et je trouve ça dommage. Mais bon, là aussi, on peut les personnaliser, mais voilà, à mon avis, le gain, il sera vraiment sur la relation avec le médecin malade pour des consultations longues où effectivement, on lâche le stylo, on lâche l'ordinateur, on écoute, et à la fin, on s'intéresse. Mais bon, voilà, c'est un plus. Ça a un coût, évidemment. Donc, voilà, si ça ne fait pas gagner beaucoup, pour Il y l'instant, en a plusieurs, il y en a plusieurs sur le marché. On ne sait pas encore s'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou il y a Doctolib qui veut se mettre dessus. alors, Doctolib se sont mis dessus. Le gros avantage de Doctolib, c'est qu'ils ont quelque chose qui est complètement intégré. C'est-à-dire que sur la plateforme Doctolib, vous avez les anciens courriers du patient, ses ordonnances, ses bilans biologiques. Vous avez cet assistant de consultation qui va piocher les informations, qui vous génère les ordonnances automatiquement, etc. Donc, c'est vrai que Doctolib a réussi à créer une plateforme complète, en fait. Et donc là, ça a du sens. Alors, je les ai pas comparés et ce qu'on voit sur les IA, mais c'est vrai pour les IA générales aussi, enfin les IA, les grands modèles, hein, les LLM, c'est que tous les mois, en fait, il y en a un nouveau qui sort, qui est meilleur que le précédent, etc. Donc, c'est compliqué de comparer les choses. Donc, il faut les tester. Et après, il faut utiliser les critères classiques de coût, de service après-vente, etc. Mais, euh, mais, en, Alors, mais en tout cas, je crois qu'on arrive sur la fin, oui. à un temps qui est un petit peu court. Je pense qu'il y a une question qui est très pertinente, c'est peut-être est-ce qu'il y a une bonne manière de générer un prompt? Euh, je crois que tu es attaché à cette question, Jérémy, et est-ce qu'on peut réussir à poser la question pour avoir une réponse plus fiable? Faut-il être poli déjà? Alors, comment faire un bon prompt? Bah, donc, le prompt, hein, pour ceux qui sont pas, c'est vraiment la question qu'on peut, enfin, le texte en fait qu'on donne au LLM pour donc ce qu'on a écrit là sur les pages précédentes au modèle. Et effectivement, on l'a dit, la manière dont on pose la question va influencer en fait la réponse. Et donc, oui, il y a des choses qui peuvent enfin, il y a des choses à savoir pour rédiger un bon prompt. Donc, il faut déjà être poli, c'est inutile, d'accord? Une intelligence artificielle, il n'y a pas besoin, encore une fois, plus on met de mots et plus ça va consommer de ressources et plus ça va lui demander de réflexion. Et si la politesse n'a aucun impact sur la réponse que vous attendez, ben, ne le soyez pas. Donc, il faut être au contraire très directif, il faut être extrêmement clair dans ce qu'on attend. Il faut cibler le niveau d'expertise, c'est-à-dire je suis médecin, cardiologue, et j'aimerais effectivement avoir une réponse sur ce patient. Ou au contraire, je suis complètement débutant, explique-moi, je ne comprends pas. Donc, cibler aussi l'objectif qu'on attend, c'est-à-dire on peut lui donner des exemples.
pour l'orienter, lui dire bah, je m'attends à ce que tu me répondes ça, ça ou ça, ou un format éventuellement. Hein. Il y a certains modèles, vous savez, qui peuvent faire des tableaux, qui peuvent faire, on l'a vu, ChatGPT vous propose de faire un compte rendu de RCP par exemple, ou voir des images pour ceux qui le peuvent. Il faut bien sûr connaître les limites de l'outil et donc ne pas fantasmer. On peut décomposer, hein, ça c'est une technique de prompt, c'est-à-dire quand on a des choses compliquées à faire, on peut poser une première question et lui dire bon ben on va commencer par là et puis ensuite on va aller là et l'amener petit à petit à la réponse qu'on attend. Il ne faut pas hésiter à lui dire si la réponse ne vous convient pas, hein, et ça par contre sans politesse, mais lui dire non mais c'est pas ça que j'attendais et donc corriger petit à petit. Et puis, effectivement, comme tu en parlais avec ces fameux GPTS là et ces pré-prompts, on peut un petit peu le former à l'avance en lui disant, ben voilà, je veux un ton comme ci, un ton comme ça, je veux. Enfin, voilà. Donc, effectivement, tout ça, ça va grandement influencer la réponse et surtout la pertinence de la réponse par rapport à ce qu'on attendait. Donc il faut qu'on apprenne petit à petit à savoir parler à l'IA. Et je Mm. pense on va conclure là-dessus. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. On a peut-être quelques messages clés à redire et je laisserai Jérémy conclure. Je pense que dans les messages clés, c'est comprendre comment fonctionne le modèle vous permet d'en connaître bien les limites. Et vous avez très bien compris pour les LLM les limites qui sont les hallucinations et le choix du modèle qui est le choix du mot le plus probable. Eh bien, du coup, c'est pas un choix forcément de vérité. Donc faites très attention à ça. Plus les modèles vont avancer, plus ils seront performants. Vous avez vu la différence entre Mistral et ChatGPT qui est quand même encore importante, même si on aimerait bien que Mistral soit en avant puisque c'est une boîte française. Euh, et après, les outils comme Consensus sont quand même probablement des très bons outils, mais le choix des articles n'est pas forcément pertinent. Il faut encore s'en méfier et attendre que ça progresse même si ça nous permet de poser des questions très directes et qui sont dans notre pratique clinique. Donc l'outil qui aujourd'hui est vraiment fiable, c'est quand même Notebook LM qui est probablement à utiliser beaucoup plus dans notre pratique de tous les jours et ça nous permettra d'aller poser des questions aux recommandations et d'être beaucoup plus fin dans nos réponses au sein des patients. Je pense que là, on y allait pour des cas difficiles. Je pense qu'on peut aller plus facilement dans les recommandations, dans des papiers scientifiques grâce à cet outil. Jérémy, est-ce que tu veux rajouter un mot? Non, 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 c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tous les usages, mais on peut utiliser pour reformuler, pour réduire, résumer des articles, pour traduire, pour faire de l'éducation, pour les patients, évidemment, les patients les utilisent pour s'orienter, est-ce que c'est grave, etc. Et donc, le message, c'est vraiment formez-vous à l'IA, ça peut faire peur, ça peut être on entend toujours des choses effrayantes, mais en fait, quand on rentre dedans, on voit que c'est un outil, hein, c'est pas une intelligence, c'est un outil qui peut nous servir à faire beaucoup de choses. Il ne faut pas l'utiliser si on n'en a pas le besoin. Si on a d'autres outils qui marchent aussi bien, il ne faut pas utiliser l'IA. Par contre, pour certains usages, ça peut vraiment nous aider. Donc jouez, allez-y, essayez, et puis vous verrez que on peut y prendre. Merci à tous pour Merci. votre écoute. Merci Jérémy pour toutes les informations.